Allez, chers activistes miniers, chers confrères, chers écrivains, chers rédacteurs en chef, franchement, nous avons le plein plaisir de vous recevoir ce matin. Jordan Mayekini, vous êtes journaliste chez Actualité.cd. Venez fouler les tapis royaux de ces programmes. Vous êtes les bienvenus. Venez, nous sommes en direct, ça ne pose pas de problème, peu importe direction que j'ai là. Installez-vous confortablement. En tout cas, chez nous, vous êtes chez vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les bienvenus. Hein? Ouais, c'est bon, c'est bon. Est-ce que ça marche? Ça marche, ouais, ça marche. D'accord, ça va. Vous êtes les bienvenus, hein, sentez-vous à l'aise. Ah, ok, ça va. C'est un plaisir hein, de partager ces beaux plateaux avec vous, chers confrères. Le plaisir est partagé. Ouais. D'accord. Allez. Merci, Paris-Bra. Bon, c'est déjà pour bientôt la fête des Noël. Voilà, donc ici les questions c'est un peu partout, hein, c'est comme ça, mais du moins notre souhait c'est d'apporter un peu plus de la lumière aux chefs des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Vous êtes journaliste comme nous, on sous-entend que vous avez assez de données, assez justement des choses à dire par rapport aux différents sujets. Je suis toujours les premiers à commencer avec des questions. Je pas sais forcément. Pas forcément. Bon, Magali m'a ravi la parole alors. Parce que tu as dit que je suis toujours. C'est pour ça que je ne dis pas forcément. Mais aujourd'hui, tu peux commencer. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il fait commencer. Aujourd'hui, Jonathan commence et puis moi, je vais récupérer. C'est quoi ça, cette histoire? Ok. Bon, voilà. Et une petite question d'abord par rapport à notre métier. Aujourd'hui, êtes-vous fier d'être appelé journaliste en République démocratique du Congo? Et puis, la deuxième petite question, est-ce que vous êtes très à l'aise de faire votre travail? Il n'y a pas des problèmes, il n'y a pas des gens qui essaient un peu de vous contredire ou encore de vous faire peur par rapport à votre travail? Merci beaucoup en tout cas pour la question. Premièrement, je pense que je vais commencer par la deuxième question. La deuxième, ouais. Au fait, moi, je me dis toujours que la République démocratique du Congo est peut-être l'un des pays les plus démocratiques en Afrique. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Vous savez, être journaliste en RDC, on a beaucoup plus de chances d'être journaliste en RDC qu'être journaliste, par exemple, au Rwanda, où les journalistes se sont muselés. Les journalistes... Oui, effectivement, mais bon, le Rwanda aussi est un État démocratique. On sous-entend. Non, c'est reconnu comme étant un État démocratique. C'est pas une monarchie, c'est un État démocratique. Mais il suffit d'aller au Cameroun, chez Paul Biya, qui est aussi un État démocratique, pour voir comment est-ce que les journalistes se sont traités. Moi, je pense que la RDC malgré tout ce que nous subissons, tout ce que nous connaissons dans notre pays, mais nous sommes quand même un pays très avancé démocratiquement. Nous ne sommes pas dans un pays où chaque jour les journalistes sont arrêtés, où chaque jour les journalistes vont en prison. Je ne pense pas que la RDC est arrivée à ces stades-là. Mais il y a quand même aujourd'hui ce que je considère comme étant une sorte de déviance dans notre métier. Le journalisme est devenu... comme disait un chercheur, l'asile des cancres. C'est aussi un métier aujourd'hui où beaucoup de gens se versent dans notre métier. Voilà pourquoi on retrouve d'ailleurs plusieurs moutons noirs, des brebis galeuses, des gens qui ne se sont pas retrouvés dans une autre profession. Alors ils se sont dit qu'on va aller tenter la chance en journaliste. À part les journalistes, mais il y a aussi la médecine, que je considère comme aussi un métier qui... Un métier aussi noble. Si noble, mais qui doit être régulé parce qu'il suffit de sillonner, voir, il y a beaucoup de cabinets, des pseudo-médecins, parce que vous savez bien, la médecine, on doit pas rigoler avec la médecine. Les corps humains exigent à ce que vous puissiez, en tout cas, avoir des compétences qui sont exigées pour commencer à traiter les gens. Mais il suffit de voir, des sillonner Kinshasa, vous verrez un individu qui s'est réveillé un bon matin et puis... il s'autoproclame médecin ou encore... D'ailleurs, ils sont lancés dans... Tradis praticiens, ils sont nombreux, des gens qui prétendent traiter toutes les maladies. Or, en médecine, ça n'existe pas. En médecine, il y a des spécialisations. Vous verrez quelqu'un qui a fait 10 ans pour devenir ophtalmologue. Lui, sa spécialité, c'est les yeux. Vous avez des gens qui se spécialisent, excusez-moi la langue m'a fourché, dans... qui va faire peut-être 8 ans d'études pour devenir dentiste.
Mais il suffit de sillonner ici, vous verrez quelqu'un qui s'est réveillé un bon matin et puis mais d'abord, au départ, ils sont de médecins avant de se spécialiser. Parce que là, tu vas étudier la médecine du plan général. Après, tu vas prendre filière pour se spécialiser. Effectivement, madame, vous avez totalement raison. Ça veut dire qu'au départ, ils sont formés comme étant des généralistes. Oui, je vais fermer en tout cas la parenthèse pour revenir dans les journalismes, qui est notre métier de prédilection. Donc, on constate qu'il y a beaucoup des charlatans. Aujourd'hui, j'y reviens alors dans les journalismes, des gens qui, un bon matin, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'il suffit de tenir un micro et puis de commencer à poser des questions. Et tout cela arrive pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment une commission qui peut très bien réguler les secteurs ou comment? Bon, en fait, je pense que c'est parce que nous avons peut-être... nous manquons des structures qui devraient réguler notre profession. Bien sûr, il y en a. C'est les problèmes du Congo. On a peut-être tout un arsenal juridique, mais qui n'est pas appliqué. Nous avons des structures régulatrices de plusieurs professions, mais qui ne font pas très bien leur travail. Il suffit de voir aujourd'hui plusieurs émissions qui passent dans différentes télés. Vous verrez qu'aujourd'hui, c'est vraiment les métiers est au rabais. Mais il y a par exemple les... comment on appelle ça? Donc aujourd'hui, ce que le ministre n'êtes pas trop à l'aise par rapport... Les états généraux, de la communication et des médias. Il y a eu plusieurs résolutions qui ont été dégagées dans ces états généraux. Mais est-ce que ces résolutions sont appliquées? Mais Jordan, ces résolutions sont aujourd'hui placées dans les tiroirs. S'il te plaît. Peut-être que c'est demain ou après-demain. Je voudrais juste annexer une petite question par rapport à ce que Jonathan a posé tout à l'heure. Avoir d'abord votre réaction par rapport aux récentes nominations au niveau du CESAC. Comment, en tant que journaliste, vous aviez vous analysez, quand bien même déjà ils sont en fonction, ils ont pris déjà les bâtons de commandement. Comment vous avez analyser ces nominations? Et des deux, une petite question, parce que aujourd'hui il y a quand même les rapports qui établissent une sorte de recul, une sorte de rétrécissement de l'opinion, bien de liberté d'expression, contrairement au début du mandat du chef de l'État. Mais vous affirmez que nous sommes dans un État, alors que les rapports sur terrain montrent qu'il y a un recul. Comment vous l'analysez? Et puis on va refermer la parenthèse et passer à autre chose. Grévis, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens ignorent un peu cette réalité. Les journalistes n'est pas, on va dire, il n'est pas au-dessus de la mêlée. Les journalistes n'est pas une personne spéciale. Au-delà de tout, les journalistes restent d'abord un individu, une personne dans la société. Aujourd'hui, si vous regardez aussi des journalistes qui sont inquiétés, ne pensez pas qu'il n'y a que l'État qui a tort quand certains journalistes sont inquiétés, mais il faut voir la prestation de ces journalistes. Il y a des journalistes qui exagèrent, qui pensent qu'avoir les statuts des journalistes fondés des personnes extraordinaires dans la société, qui confondent la liberté d'expression à la légèreté, à des injures. Il y a des journalistes qui passent leur temps peut-être à entrer dans le vie privée des gens, à aller au-delà de ce qui est recommandé. Je connais dans ces pays un journaliste qui s'est permis de parler de la libido, excusez-moi les termes, du chef de l'État. Vous voyez des choses comme ça. Lorsque l'État réagit, vous allez dire que non, la liberté d'expression est en danger, tout ça, on va commencer à arrêter les journalistes. Non, mais quand même, soyons sérieux. Il faut, à un certain moment, ces métiers à des garde-fous, les métiers à un code d'éthique et de déontologie qui existe, qu'on oblige aux journalistes de respecter. Si vous sortez en dehors de ces codes, soyez-en sûrs que vous pouvez vous retrouver face à la justice. Et si vous vous retrouvez face à la justice, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas liberté d'expression. Parce que moi, je confirme ici et je réaffirme que c'est mieux d'être journaliste en RDC qu'être journaliste au pays des Paul Biya ou encore des Paul Kagame. Là-bas, c'est plus dangereux qu'être journaliste en RDC. Et pour le CESAC, j'aimerais placer un mot. Il y a parmi ceux qui ont été nominés au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, il y a nos confrères journalistes. Exact.
pour qui j'ai beaucoup d'estime, Christian Bossembe, qui est également un journaliste compétent. Nous espérons qu'avec cette dynamique qui vient d'être placée au CESAC, que les choses vont essayer d'échanger, mais nous devons aussi signaler que le CESAC a besoin de moyens. Il suffit d'aller au CESAC. J'étais lors de la première plénière du CESAC, j'étais là, mais j'étais à la salle du monitoring. Mais j'en avais rigolé. Coquille vide. Vous arrivez dans la salle du monitoring au niveau du CESAC, vous trouvez 10 télévisions. Alors qu'au Congo, on parle aujourd'hui de plus de 50 télévisions. Donc, ils n'ont même pas des télévisions pour faire le monitoring de toutes les chaînes de la République démocratique du Congo. Vous voyez des choses comme ça. Voilà pourquoi les gens peut-être diront que le CESAC ne fait pas bien son travail. Mais est-ce que le CESAC est suffisamment doté des moyens pour faire ce travail-là? Parce que pour arriver à bien faire, vous devez avoir les moyens de la politique. Voilà. Donc s'il n'y a pas de moyens dotés au CESAC pour arriver à bien faire son travail, on va continuer à dire ou encore à critiquer ces CESAC-là. Donc moi je pense que le régime actuel doit accompagner le CESAC à bien faire son travail pour que nous arrivions à un pays où la démocratie, qui passe forcément aussi par les médias, puisse bien être assise dans notre pays. Voilà. Allez, voilà, une question par rapport aux élections. Déjà, c'est pour l'année prochaine, 2023. Les présidents de la centrale électorale avaient déjà publié comme ça les calendriers des échéances. Comment avez-vous jugé justement ces calendriers? Est-ce que c'est vraiment réaliste? Bon, en fait, je n'ai pas eu le temps d'analyser minutieusement ces calendriers, mais en tant que journaliste, j'ai eu à traiter des articles qui ont fait allusion de ces calendriers. Je pense qu'il y a des choses à revoir, comme réclamait Martin Fayoulou. Bon, nous savons que souvent lorsque les calendriers de la CENI est publié, il y a toujours une partie de la population ou encore une partie des partis politiques, des états-majors politiques qui pensent le contraire. Mais évidemment, c'est les débats démocratiques parce que les pays est dans la démocratie. Je pense qu'ici, il y a des choses à revoir. Il faudrait bien le faire pour que nous puissions avoir des élections de qualité. Parce que les pays doivent grandir. Moi, je suis en train de constater une sorte d'évolution démocratique dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, le peuple est devenu très vigilant par rapport à la période de Mobutu où c'était les oui collectifs, c'était le parti-État, c'était la seule réflexion étatique. Mais aujourd'hui, nous constatons que le peuple est devenu exigeant, le peuple a compris sa mission parce que c'est les souverains primaires, c'est lui qui arrive à placer des dirigeants à la tête du pays. Donc, beaucoup de gens ne savent pas. Ceux que nous appelons ministres, présidents de la République, ce sont nos travailleurs à nous. C'est nous qui élissons les présidents de la République pour qu'ils travaillent pour nous. Alors, le peuple doit être exigeant envers les présidents de la République. On ne doit pas être là qu'en train d'applaudir, à faire les djalélismes, les djalélos. C'est ce que nous refusons. Parce que c'est obsolète, c'est révolu. Les temps là d'être là, accompagné, à applaudir à tout moment les politiciens est révolu. Aveuglement d'ailleurs. Donc je pense que le peuple aujourd'hui est devenu très vigilant. Parce que vous, en tant que professionnel, avant de laisser la parole à Grace Dikonja, qui a aussi pas mal de questions, vous en tant que professionnel des médias, est-ce qu'à l'allure où vont les choses, 2023, nous aurons des élections transparentes, crédibles, je ne sais pas encore quel mot placer, ou c'est juste des élections pour faire voir justement aux gens qu'il y a eu quand même des élections? Bon, je pense que les pays est engagé dans une dynamique menant vers les élections de qualité. Bon, à moins qu'il y ait peut-être d'autres événements qui pourront bouleverser la situation politique. Vous doutez, hein? Non, je ne doute pas. Je crois à ces dynamismes-là qui a été lancé pour qu'il y ait élection en 2023. On ne va pas donner une seconde chance à ce que nous avons connu à la période des Kabila. Il n'y aura plus de glissement, le peuple ne va pas accepter. Même le président Tshisekedi, qui a longtemps vécu dans l'opposition, est au courant de cette situation, que le peuple congolais ne va pas accepter que nous puissions
reconnaître la situation qu'on a connue à l'époque des Kabila. Moi, je ne pense pas qu'il y aura glissement dans ces pays. Donc, je crois en tout cas qu'en 2023, nous allons connaître des élections. Et vu que ça sera la 4e élection que nous allons connaître dans notre pays, je crois forcément que ça sera... On va évoluer par rapport aux erreurs qu'on a pu commettre en 2018, on va essayer d'améliorer parce que c'est ça l'idéal. Voilà, Jonathan Makila, merci beaucoup. Je ne vais pas monopoliser la parole. Tu as monopolisé la parole, tu l'as fait. Il fallait me faire sinon j'avais complètement oublié. Moi, je suis là, tu as... Combien de minutes? Bon. Merci beaucoup, Magali. Voilà, on va parler des tensions Rwanda et RDC. Et j'ai juste une question à savoir. Comment jugez-vous la présence de la RDC dans l'ECA? L'EAC, pardon. L'EAC, oui. Bon, en fait, moi, je pense que la République démocratique du Congo avait intérêt de faire partie de l'EAC. C'était très important parce que nous faisons partie de la région des Grands Lacs. Et l'EAC, qui est cette organisation qui regroupe les pays des Grands Lacs. Pourquoi ne pas en faire partie? Parce que la République démocratique du Congo a toujours été un pays qui se veut modèle, un pays qui n'a pas besoin de continuer à vivre dans une situation de chien de faïence avec ses États voisins. Donc on avait intérêt pour élargir la coopération dans la région des Grands Lacs, d'adhérer. Je ne pense pas que cela pose problème, même si aujourd'hui il y a certaines sensibilités politiques ou encore certaines opinions qui pensent que la République démocratique du Congo, vu que le Rwanda fait partie de l'EAC et que le Rwanda est le principal agresseur de la RDC et qu'on n'avait pas besoin d'intégrer à l'EAC. Moi, je ne pense pas que le Rwanda doit être cet État-là qui doit changer la réflexion ou encore la façon de concevoir le monde de la RDC. Donc on doit considérer les Rwandais comme étant un ennemi, mais cela ne doit pas nous empêcher d'intégrer bien évidemment l'EAC. Voilà, moi aussi j'ai une question. On vient d'écouter le chef de l'État répliquer à Paul Kagame. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il a répliqué au président Paul Kagame. Est-ce que c'était important de répliquer ou il devait carrément laisser ou plus se taire? Mais pourquoi le chef de l'État congolais, qui est constitué comme étant les garants de la nation, lorsque Kagame nous attaque, lui ne doit pas répliquer? Effectivement, il a les droits de répliquer. C'est que les chefs de l'État, c'est comme les armes. C'est comme les chefs de l'État, c'est comme les pères de la famille. C'est un père de famille. Lorsque le pays est attaqué, il doit répliquer. Mais je vais au moins ouvrir une parenthèse concernant les Rwandais. Vous savez, les Rwandais, c'est un pays de 13 millions d'habitants. 13 millions d'habitants. 13 millions d'habitants. C'est presque Kinshasa. À peu près 13 millions Kinshasa. d'habitants, presque Kinshasa. Seulement. Un pays de 13 millions d'habitants qui bizarrement attaque un pays de 92 millions d'habitants, la RDC. Et sur le plan sécuritaire, lorsqu'on parle de la puissance militaire, la République démocratique du Congo, à travers les FARDC, est classée à la 11e position comme l'armée la plus puissante en Afrique. Et l'Ouganda est 15e. Mais le Rwanda ne figure même pas dans les top 30 des armées puissantes de l'Afrique. Lorsqu'on parle sur le plan économique, il y a le premier ministre congolais, Sama Lukonde, qui venait de présenter au Parlement tout récemment un budget de 14 milliards à 15 avec le Parlement récemment. 14 milliards 600 millions de dollars américains. Donc nous avons des prévisions budgétaires pour 2023 estimées à plus ou moins 15 milliards de dollars. Si vous allez au Rwanda, les prévisions budgétaires pour 2023, c'est des 4 milliards. Alors je me pose la question, un pays qui ne figure pas, dans les top 30 des armées les plus puissantes en Afrique, un pays qui a 4 milliards, un budget si minime de 4 milliards, mais qui attaque la RDC. N'est-ce pas que vous ne voyez pas l'ombre de la communauté internationale derrière les Rwandais? Parce que tactiquement, techniquement, ça ne s'explique pas qu'un pays qui n'a pas de moyens, qui n'a pas une armée forte,
mais qui attaque la RDC. Comment imaginer mais si cela? aujourd'hui on est en train de se apparemment de nous plaindre que c'est le Rwanda, vous ne pensez pas que du côté du côté marketing, le Rwanda joue quand même un jeu plus que la RDC? Vous ne le pensez pas? Parce il n'y a pas que Grévis, il n'y a pas que les Rwandais qui jouent un jeu, c'est toute la communauté internationale qui joue les jeux. Vous savez que la RDC est victime d'une agression, d'une guerre totalement asymétrique. Il y a plusieurs multinationales derrière les Rwandais, parce que les Rwandais, comme je viens de les démontrer, techniquement, tactiquement, ne peuvent pas combattre la RDC parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas d'armée. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser les M23, parce que les M23, ça a été démontré clairement comme des l'eau claire dans un verre clair, que les M23 est soutenu par les Rwandais. Et le Rwanda est soutenu par... Non, les M23, plutôt... C'est ça, le Rwanda soutient les J'espère que j'avais raison, moi j'ai bien dit que les M23 est soutenu par les Rwandais. Et le Rwanda est soutenu par... La communauté internationale, bien évidemment. Ah, mais nous, il faut parce que carrément les M23... Je donne encore un exemple. Je donne encore un exemple. Derrière les Rwandais. Vous savez qu'aujourd'hui, on nous a placés dans un régime des notifications. Pour que la RDC achète les armes, l'État auprès de qui la RDC va acheter les armes doit notifier d'abord les Nations Unies. Et cette notification-là peut retarder l'arrivée des armes en RDC ou peut interdire l'arrivée des armes en RDC. Donc vous voyez que la RDC est combattue par la communauté internationale. Alors j'ai toujours regretté quand je vois nos autorités continuer à faire appel à l'hypocrite communauté internationale. Je l'ai toujours qualifié d'hypocrite. Puisque le temps, c'est gravissime. Le temps fait déjà défaut. La toute dernière question. Ouais. On vous a présenté ici comme étant un activiste minier, cher Jonathan Mainekini. Jordan, justement, j'ai dit Jordan. Non, Jonathan Jordan Mainekini. Donc, on vous a présenté, comme je disais, comme étant un activiste minier. C'est quoi la lecture que vous faites de l'accord signé récemment, d'ailleurs, entre le gouvernement congolais et Dan Gettler, qui est jusque-là sous sanction américaine? Qu'est-ce qui se cache derrière ces compromis trouvés aussi récemment avec Glencore, la société? En tout cas, merci beaucoup encore pour cette question, parce que je suis journaliste intéressé aux ressources minières et j'ai fait également de l'activisme minier. Vous savez, Dan Gettler, c'est un monsieur qui est arrivé en République démocratique du Congo vers l'arrivée du régime Kabila. Tout à fait. Avec Kabila les pères, et puis Kabila qui n'a pas traîné assez longtemps au pouvoir. Kabila est décédé, Kabila père, Kabila fils arrive au pouvoir et Dan Gettler vient s'installer en RDC. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler de Dan Gettler sans pour autant faire allusion à Kabila. Kabila Joseph. Parce que si Dan Gettler est arrivé à asseoir son business en RDC, ça a été favorisé grâce à sa bromance avec Kabila. Parce qu'ils étaient très attachés, c'était des amis. Il y a même, je vais ici dire une vérité, le jour où Kabila s'était marié avec Madame Olive Lembe, Dan Gettler était là, il était invité. Donc, ça fait longtemps qu'il est en RDC. Et Dan Gettler, il a été facilité par l'ancien régime pour que son business puisse s'asseoir en RDC. On lui a accordé des carrés miniers, on lui a accordé plusieurs terres remplies des richesses. Et lui, qui fait également de la commission, il vient, qu'est-ce qu'il faisait? Il peut venir par exemple en RDC, il donne 10 millions à nos autorités. On lui donne une partie des terres remplies de richesses et lui, à son tour, va aller les vendre à l'extérieur à 300 millions de dollars et il fait beaucoup de bénéfices. Donc, il a beaucoup bénéficié. Mais aujourd'hui, le régime Tshisekedi y arrive parce que je suis également dans l'obligeance de sauter certaines étapes pour ne pas raconter toute l'histoire de Dan Gettler. On arrive au régime Tshisekedi. Le régime constate que l'ancien régime avait également facilité plusieurs tâches à Dan Gettler et le régime Tshisekedi décide de renégocier les contrats signés entre la RDC et la société Ventura de l'Israélien Dan Gettler, le milliardaire qui s'est enrichi en RDC. Alors aujourd'hui, on renégocie ces contrats. Qu'est-ce qui se passe? Dan Gettler a accepté dans les contrats RDC Ventura de céder ses royalties, ça veut dire tous ses avantages à la RDC. Alors, nous avons récupéré
ces royalties. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous récupérons ces royalties, pour que ces royalties soient revendues, parce que la RDC a récupéré ses richesses, pour que ces royalties soient revendues à d'autres partenaires, il faudrait non, il faudrait d'abord qu'on puisse lever les sanctions américaines, parce que les sanctions américaines pèsent sur Dan Gettler. Je vais donner un exemple presque à cratopèche, disons, banal, pour faire comprendre les choses. C'est comme si, vous savez, une parcelle où on écrit « cette parcelle n'est pas à vendre ». Une parcelle qui a des conflits, par exemple, familiales, tout ça, les gens se disputent, l'oncle dit on doit vendre, les enfants disent on ne doit pas vendre, alors quelqu'un écrit sur le mur de la parcelle « cette parcelle n'est pas à vendre ». Alors, la famille arrive à faire une réunion pour trouver un compromis, que non, maintenant nous devons vendre la parcelle. Mais avant de vendre cette parcelle, qu'est-ce qui doit se passer? Vous devez d'abord effacer dans le mur là, la notification selon laquelle cette parcelle n'est pas à vendre. C'est comme le cas de la RDC. Nous avons récupéré les royalties, mais vu qu'il y a les sanctions américaines qui pèsent sur ces royalties-là, il faudrait que la RDC maintenant milite pour qu'il y ait levé des sanctions, comme disait Nicolas Cazel, le ministre des Finances. Jonathan Makila, tu comprendras que Jordan, c'est un bon parleur. Il va nous parler ici des exemples. Donc, prochainement, sûrement, on va le retenir, ou bien faire toujours appel à son expertise en tant qu'activiste minier, parce que là, tu as senti, il a tellement de choses à dire sur ce et c'est intéressant. C'est tellement, on est emballé, mais on doit prendre le deuxième invité. En tout cas, franchement, je crois très prochainement, on va vous recevoir. Si pas le mardi prochain, on verra bien avec les réalisateurs comment vous reprogrammez. On va parler de ces problèmes concernant déjà les différentes richesses de la RDC. C'est important quand même d'en parler aussi pour que les téléspectateurs comprennent aussi par moment tout le monde quand tu es battu. Oui, en tout cas, moi, je serai toujours disponible lorsqu'il s'agit de parler de mon pays, parce que on a que ces pays, la RDC. Donc, nous autres, nous comptons passer toute notre vie en RDC. Donc, nous avons intérêt à militer pour que les choses changent. Exactement. Nous voulons une génération future qui va se sentir à l'aise dans son propre pays. Voilà pourquoi on doit continuer à se battre. Merci. On vous dit merci, cher Jordan Mayekini. Mayenikini. Un nom très kilométrique, mais très significatif aussi. Voilà, merci. Allez, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste chez Actualité.cd. Avec vous, on a abordé pas mal de sujets d'actualité.